Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens sur Twitter, j'ai pas juste fait de la politique dans ma vie. Non, avant de travailler pour des syndicats, avant de faire des chroniques à la radio, bien avant de me faire élire comme député, j'ai eu, comme beaucoup de gens, une job au salaire minimum. J'étais animateur de camp de jour. Je travaillais à Cartierville, un quartier de Montréal qui est relativement aisé, mais dans lequel on retrouve quand même des poches de pauvreté parmi les plus importantes de Montréal. C'est là que je travaillais. Avec des enfants qui venaient de partout dans le monde. Je me rappelle qu'il n'y en avait pas un seul dont les parents étaient nés au Québec. Des enfants qui vivaient dans des conditions de vie dignes du tiers-monde. Et là, j'exagère absolument pas. Je me rappelle d'enfants qui jouent littéralement dans les poubelles pour passer le temps. Des enfants qui mangent des Mr. Freeze pour déjeuner. Des enfants qui dorment à 7 entassés dans un 4,5. Des enfants qui se font réveiller la nuit parce qu'il y a un rat qui leur monte sur le ventre. Des enfants qui étaient juste nés au mauvais endroit, au mauvais moment. J'avais 16 ans, c'était ma première job et je découvrais la pauvreté extrême à 15 minutes de vélo de chez moi. Les inégalités scandaleuses de notre société m'ont sauté au visage. Ça a été un choc violent. Je me rappelle même d'avoir pleuré en rentrant chez nous. Ça va avoir l'air cliché, mais c'est vrai. Fait que je vais le dire, j'ai jamais oublié ces enfants-là. Depuis cet été-là, j'ai jamais arrêté d'être indigné par les inégalités scandaleuses qui grandissent au Québec comme ailleurs. Depuis cet été-là, j'ai pas arrêté de chercher les meilleures stratégies, les meilleures politiques pour limiter les inégalités sociales. Comment on fait pour en redonner à ceux qui en arrachent, mais aussi comment on limite les abus de ceux qui en ont trop. C'est en cherchant des réponses à ces questions-là que je suis tombé, un peu avant la dernière campagne électorale, sur une idée originale et un peu choquante, le salaire maximum. Vous écoutez le Comité des idées dangereuses. Bienvenue à cette réunion du Comité des idées dangereuses, le podcast où on parle, à chaque semaine, d'une idée dangereuse ou pas si dangereuse que ça. En fait, ça dépend pour qui. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche de la planète. En ce moment, sa fortune est évaluée à 121 milliards de dollars. Ça, c'est plus que le PIB du Costa Rica, de l'Afghanistan et de l'Islande ensemble. Chaque seconde, Jeff Bezos fait 2500 $ US. 2500 US, ça, c'est 2 fois ce qu'un travailleur moyen fait en une semaine aux États-Unis. Vous m'avez bien compris, Jeff Bezos fait en une seconde le double de ce que fait un travailleur américain en une semaine. Et donc, en une minute, notre ami Jeff fait 3 fois ce que fait un salarié américain en une année. Et pendant ce temps-là, les employés d'Amazon ont la vie un peu plus dure. Le salaire moyen chez Amazon, c'est 16,25 $. Autrement dit, notre ami Jeff, à chaque heure, il fait 550 000 fois le salaire de ses employés. Ça, c'est des chiffres énormes, des chiffres astronomiques tellement qu'ils sont durs à imaginer. Et pourtant, c'est le monde dans lequel on vit. La vérité, c'est que les inégalités sociales n'ont jamais été aussi grandes depuis le début du capitalisme. Et je pourrais vous donner des statistiques pendant des heures. Je pourrais vous dire, par exemple, que dans le monde, il y a 26 familles qui possèdent plus que tout le reste de la moitié de l'humanité. Donc, les 50 % de l'humanité les plus pauvres ont autant d'argent que les 26 personnes les plus riches sur la planète. Je pourrais aussi vous dire qu'au Canada, il y a 87 familles qui possèdent plus que tous les résidents des provinces maritimes mis ensemble. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on pose cette question-là, souvent, notre réflexe, c'est de penser à des moyens d'enrichir ceux qui sont au bas de l'échelle. Et c'est bien sûr
très important de le faire, notamment en augmentant le salaire minimum. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on parle des gens au bas de l'échelle, des fois, on oublie de parler de ceux en haut de l'échelle. Et là, il y a beaucoup d'argent. Et donc, de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour suggérer une idée originale, une idée que Jeff Bezos trouverait certainement dangereuse. Et si on mettait une limite? Cette semaine, à l'ordre du jour du comité des idées dangereuses, on parle de salaire maximum. Et pour en parler, je reçois Simon Tremblay-Pepin. Bonjour, Simon Tremblay-Pepin. Bonjour, Gabriel. Alors, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Donc, on va se tutoyer. Simon, tu es économiste. Tu es également professeur à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et je t'ai invité pour parler de salaire maximum. Tu as beaucoup travaillé sur la question des inégalités économiques, qu'est-ce qui les cause et comment on peut essayer de les faire diminuer. Mais avant qu'on parle directement de salaire maximum, avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle un peu d'inégalité, justement. Parce que le salaire minimum, c'est une solution qu'on envisage pour régler un problème, celui des inégalités. Puis parlons justement de ce problème-là. Question très simple pour commencer. Où est-ce qu'on en est en matière d'inégalité sociale? Je sais que tu vas me dire que les inégalités augmentent, mais dans les dernières années, c'est quoi les grandes tendances? C'est sûr que là, tu me poses une question super large. Dans le monde, partout où on regarde, sauf aux endroits où les inégalités étaient déjà immenses, à part de ça, ça augmente partout. Bon. Donc, ça c'est assez clair, c'est assez répandu. On voit toutes les statistiques nous pointent dans cette direction-là. Évidemment, quand on parle d'inégalité, et d'augmentation des inégalités, on a tous un pays qui nous vient en tête, ce sont les États-Unis. Tu parlais de Bezos il y a quelques secondes. On pourrait nommer une multitude de gens qui font plein d'argent. Il faut se rappeler aussi qu'il y a une culture aussi aux États-Unis de l'amour de ces gens qui font plein d'argent. Ils n'ont pas élu le président qu'ils ont élu pour rien. Donc, il y a vraiment ce désir qu'il y ait des milliardaires et qu'ils soient là. Et c'est assez saisissant quand on regarde les chiffres, à quel point, dans les dernières années, puis là, je parle pas, on n'a pas besoin de reculer à Mathusalem, là. Si on prend juste les 40 dernières années, on retourne à l'époque où tu n'étais pas encore en vie puis où j'existais à peu près. Donc, admettons autour des années 80, là, le 1 le plus riche. Donc, on sait c'est quoi le 1 le plus riche maintenant. C'est une donnée qui a été popularisée. À l'époque, ils concentraient dans leurs mains 11 des revenus totaux des États-Unis. Donc, il y a toute la tarte des revenus. Eux autres, ils représentent 1 de la population, mais il y avait 11 des revenus. Donc, 11 fois leur poids démographique, 11 fois plus d'argent. Donc, plus que les autres. Bien, je te donne un autre exemple. Mais voilà. La moitié la plus pauvre des États-Unis, le 50 le plus pauvre, tu divises en deux, tu prends les moins riches des deux, bien, eux autres, ils avaient dans leurs mains 20 de la richesse. Okay. Donc, ils représentent la moitié de la population, mais ils ont 1/5 de la richesse. Ça, c'est la situation des années 80. C'est déjà pas pire inégalitaire. Mais attends un peu de voir en 2016. En 2016, tu inverses les chiffres. Le 1 a 1/5 de la richesse. Le 50 le plus pauvre a 11 de la richesse. Donc, c'est une transformation complète qui s'est opérée. Et ça s'est fait dans les 40 dernières années. Quand on veut voir c'est quoi les conséquences de l'arrivée de Reagan dans les années 80, mais ensuite la suite avec Clinton, avec Bush, avec tout ça, c'est ça que ça a donné concrètement dans la vie des gens, c'est que les plus pauvres se sont appauvris, les plus riches se sont enrichis, comme on le dit souvent. Et ça, c'est les États-Unis, donc c'est l'enfer. Non, c'est le paradis des inégalités, ou l'enfer de l'égalité sociale, exactement. Au Québec, quelle tendance on a suivie pendant ces années-là? C'est sûr que c'est pas mal moins pire. Si on prend nos voisins du Sud, qui sont le cas le plus odieux, on se regarde, puis c'est sûr qu'on se console. Là. On se dit, ben oui, ça va pas si mal que ça. Je te donne des exemples assez clairs. Cependant, on suit une tendance qu'on peut qualifier de similaire à certains égards. Si je fais l'histoire rapidement, à la fin des années 80, le Québec est au lieu où les inégalités sont les moins grandes de son histoire. Okay. Donc, c'est le résultat de la Révolution tranquille. Ça atterrit à, bien sûr, des institutions qui fonctionnent bien, un système de santé qui est pleinement développé, un système d'éducation qui est pleinement développé, tout ça. On est pas mal à notre meilleure situation. Mais là, évidemment,
arrive la période que tu connais où on a une transition vers le néolibéralisme et à ce moment-là, on commence à voir augmenter les inégalités. Donc, à partir de quelles 1990 années et ce jusqu'au milieu des années 2000. Ça, c'est la pire période d'augmentation des inégalités. Depuis ce temps-là, ça commence à baisser. On a mis en place notamment le régime d'assurance parentale. On a refinancé les garderies. Ça a eu quand même des effets intéressants. On n'est jamais revenu au niveau des années 80. Cela dit, là, je te donne exactement la même comparaison qu'avec les États-Unis. On va en 1980. Notre 1 % le plus riche, nous, il fait à cette époque-là 3 % de la part des revenus. Ça te donne une idée. C'est quand même 3 fois son pas démographique, mais c'est pas 11 comme aux États-Unis. De l'autre côté, le 50 % le plus pauvre, lui, il a 25 % des revenus. Alors là, c'est plus proche de la situation des États-Unis. Hein? On voit déjà des parallèles. Comment ça se passe si on se rend jusqu'en 2016? Bien là, le 1 % a doublé sa part de revenus. Il est rendu à 6 % maintenant. 5-6 %, ça dépend des années. Puis, du côté du 50 % le plus pauvre, c'est resté exactement pareil. Admettons que je t'amène tout ça en dollars pour te donner une idée de combien ce monde-là fait d'argent pour vrai. Là. En 1980, en tenant compte de l'inflation, en dollars d'aujourd'hui, le 1 % le plus riche fait 175 000 par année. Aujourd'hui, tu l'amènes aujourd'hui, il fait 300 000. Tu prends le 50 % le plus pauvre, il faisait 14 000 $ par année en 1980 en dollars d'aujourd'hui. Et tu l'amènes aujourd'hui, ils en font 16 000. Donc, ils n'ont pas bougé. Eux autres, ils n'ont pas bougé. 2 000 $ sur 40 ans, ce n'est pas une grosse augmentation de salaire. Donc, il y a eu au Québec... Il y a une croissance. Une croissance des inégalités, mais surtout parce qu'une petite élite, un petit groupe, s'est enrichi. Bingo. C'est ça la grosse différence. C'est la grosse différence au Québec, c'est qu'il y a une petite élite qui a réussi à s'enrichir considérablement. Et les autres ont stagné, en fait. Et les autres ont stagné. On n'est pas exceptionnel. L'Europe du Nord connaît des situations similaires. La France connaît une situation qu'on peut qualifier de similaire. Donc, cette idée que, en fait, les inégalités, dans les dernières années, elles se creusent parce que les plus riches ramassent le pactole. C'est pour ça que c'est intéressant, la discussion qu'on a aujourd'hui, puis la chose qu'on va aborder, qui est le salaire maximum, parce que ça pointe en haut, au lieu de juste se regarder en bas. Tout le monde va être d'accord. Hein? Tout le monde. Jeff Bezos, il va dire, le monde qui ne font pas d'argent, on devrait les aider, il faut qu'ils fassent plus d'argent. Mais là, on pointe vers un autre problème, le monde qui font trop d'argent. Et justement, ce décollage, donc, du 1 % qui, lui, a lieu partout, qu'on soit au Québec ou aux États-Unis, il y a le même phénomène, il y a ce 1 % qui... Il n'est pas de la même ampleur, mais le phénomène est partout. La tendance globale est la même. Tout à fait. Il y a un décollage du 1 % qui se met à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à partir des années 80. Qu'est-ce qui provoque ce décollage-là? Qu'est-ce qui fait que, en dedans de quelques années, ce petit groupe d'individus, relativement à la population globale, se met à s'enrichir aussi rapidement? Bien, il se passe quelque chose dans le secteur privé à ce moment-là qu'il faut comprendre un peu. C'est un peu technique, mais c'est important de le saisir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est appelé dans le secteur privé, puis si on veut comprendre ça de façon... très, très simple. On peut écouter un vieux film des années 80 qui est disponible sur VHS, encore probablement. Là, tu trahis ton âge. Voilà, tout à fait. C'est Wall Street, un film qui a vieilli, mais qui nous raconte bien cette époque-là où il s'est passé quoi? Bien, c'est que dans les années 70, dans les années 60, qui sont les... Et avant ça, là, dans les années 30 et tout ça, qui sont les boss des grosses entreprises? C'est les gens qui les ont fondées, c'est la technocratie puis leurs PDG qui sont là depuis des années, puis les cadres qui ont mis autour d'eux. C'est eux autres qui mènent le bal puis qui décident comment ça se passe dans le business. Fait que c'est la figure que souvent on va encore utiliser, là, traditionnelle, de l'entrepreneur qui s'est créé une entreprise, son entreprise a fait fortune et lui aussi. Le chapeau de forme, le cigare, puis let's go. Donc ça, c'est l'idée de cette époque-là où on dit on suit ces grands capitaines d'industrie. Mais se passe une petite révolution à l'intérieur du monde des affaires, en fait assez importante économiquement, où les actionnaires, ceux qui ont décidé d'investir dans l'entreprise, ceux qui ont décidé de mettre leur argent, disent à demander... Bon, là, les gros boss, là, calmez-vous les nerfs, c'est avec notre argent que vous jouez. Fait qu'on a le droit de décider à votre place et commence à sacrer dehors, à mettre à la porte les grands patrons célèbres pour dire « vous vous souciez pas assez de notre rendement à nous » et commence à demander très fortement des plus hauts rendements à très court terme et vont chercher
des gens qui sont capables de leur livrer, qui sont capables de dire, bien, tu veux 12 % sur ton rendement, tu veux 50 % dans ton rendement, moi, je vais te le faire, mets-moi à la tête de l'entreprise, puis je vais y aller. C'est une façon pour les actionnaires de dire, c'est bon d'argent qui compte, c'est pas le bien de l'entreprise, l'avenir de l'entreprise. Donc, pour les gens qui nous écoutent puis qui sont pas des économistes, dans la manière dont fonctionnent les entreprises, il y a une transformation. On passe d'un mode de fonctionnement plus traditionnel où c'est... Concentré autour du patron. Concentré autour de la figure du patron qui dirige la business. Et on passe... Il y a un shift de pouvoir, il y a un transfert de pouvoir vers les actionnaires. Oui, les conseils d'administration élus par ces actionnaires-là qui décident de mettre à la porte ces grands patrons. Ouais. On pensait qu'ils étaient tout-puissants, mais en fait, ils dépendent de leurs actionnaires. Et eux, ils disent, on veut du rendement maintenant et rapidement. Et pour ça, ils sont prêts à payer des sommes colossales. Pour embaucher des vedettes, des gens qui disent « Ouais, moi, je suis capable, je l'ai fait dans une autre entreprise. » Et souvent, ça veut dire mettre à la porte plein de monde pour pouvoir augmenter les profits immédiats et sortir des chèques de rendement pour tout le monde. Donc, on dit « On va aller chercher ce monde-là, on va faire de l'argent. » Et non seulement ça se passe dans le privé, mais le public regarde ça et se dit « Ah oui, mais nous, on a besoin, nous aussi, des meilleurs gestionnaires. » Et là, le public se déguise en secteur privé puis dit « Moi aussi, je vais aller chercher des bons gestionnaires et paye des sommes importantes pour pouvoir avoir ça. » Et là, se crée un marché où tout le monde se compétitionne et tout le monde s'imite, où on dit « Ça nous prend des patrons payés super cher. » Et ça commence à la fin des années 80 et ça explose littéralement dans les années 2000 où là, on donne des sommes considérables, colossales à des patrons. Dans le secteur privé, bien sûr, tu en parlais avec Jeff Bezos, on pourrait nommer des dizaines d'exemples, mais aussi, on voit ça dans le secteur public. Donc, tout le discours qui dit, si on veut les meilleurs pour diriger notre entreprise, ou, moi, ce que j'entends souvent à l'Assemblée nationale de la part du gouvernement, notre société d'État. On veut que la SAQ, on veut que l'Auto-Québec, on veut qu'Hydro-Québec soit gouverné par les meilleurs gestionnaires. Ou que la Caisse de dépôt. Dans ce cas-là, c'est encore plus fort. Si on veut avoir les meilleurs, donc, à la tête de ces institutions-là, de ces organisations-là, il faut mettre l'argent sur la table, il faut les payer cher pour aller les débaucher, par exemple, dans l'entreprise privée où ils travaillent, pour les ramener chez nous au public. Et donc, il faut payer pour avoir les meilleurs. C'est ce qu'on se fait répondre à peu près à chaque fois quand on s'indigne. Mais il y a une histoire. Des salaires. Maintenant, tu sais qu'il y a une histoire derrière cette affaire-là. Mais donc, ce ça vient de quelque part. Il est assez récent. C'est à partir des années 80 que toute cette mentalité-là s'installe. Tout à fait. Dans le cas du secteur public, en fait, avant, les gestionnaires de grandes entreprises publiques, c'était des hauts fonctionnaires comme les autres qui avaient des salaires de hauts fonctionnaires. Ils étaient bien payés, là. Mais il n'y avait pas des salaires de 400 500 000 $, là. Pas plus payés que le premier ministre. Là. Et donc, c'est l'apparition de ce nouveau groupe de personnes. Oui. Appelons-les les hauts gestionnaires, les gestionnaires de haut niveau, l'apparition de ce groupe-là qui va se mettre à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ce que je comprends, que tu es en train de nous dire, c'est que c'est beaucoup ce groupe-là, puis son apparition qui va faire décoller les salaires du 1 %. Ça va faire décoller les salaires du 1 %, mais aussi ça va avoir un effet d'entraînement. Hein. C'est comme disent les Anglais, « keeping up with the Jonases hein. ». Tu regardes ton voisin, tu sais que tu es riche, tu sais que lui, il est riche aussi, mais là, finalement, il y a plus d'argent, fait que tu te retournes, tu vas voir ton boss pour dire « j'ai besoin de plus d'argent ». Les médecins, notamment au Québec, vont rentrer dans cette logique-là, vont demander des augmentations salariales mirifiques et vont les obtenir. Et on va avoir dans plein d'autres secteurs, les gens vont se dire « Ah oui, il faut maintenant décrocher des très, très hauts salaires qu'on pensait avant totalement impossible. On ne pensait pas que quelqu'un pouvait obtenir ça en salaire. On pensait que la seule façon de faire de l'argent à ces hauteurs-là, c'est d'avoir investi son argent en bourse, puis là, d'avoir été chanceux, puis d'avoir décroché le million ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, on peut dire, non, je vais aller le chercher en salaire, en exigeant ça de mes patrons, parce que moi, ma compétence, ça vaut ces montants-là. Donc, c'est un phénomène qui commence au sein des entreprises, mais qui va se généraliser à d'autres sphères de la société, le secteur public, mais même tu parlais des médecins. Et donc, il y a cet effet boule de neige, effet d'entraînement, où là, ça crée un petit groupe de personnes qui se mettent à demander toujours plus, toujours plus, pendant qu'au Québec, pour la majorité des gens, ou disons le 50 % en bas de l'échelle, ça bouge pas.
Exact. Puis au Québec, là, tu n'as pas besoin de tant de monde que ça qui font des gros salaires. Hein. Le 1 le plus riche, là, c'est 60-70 000 personnes. Là. C'est pas tant de monde qui ont besoin d'empocher des gros salaires pour que le 1 son niveau de revenu augmente considérablement. Donc là, les inégalités d'école, à partir des années 80, en vertu du phénomène que tu viens de nous expliquer, de nous résumer. Ouais. Et là, je vais te poser une question un peu niaiseuse. Je connais... Moi, j'ai ma réponse à moi, mais j'aimerais ça que tu me donnes la tienne. Là, on dit les inégalités d'école. Quelqu'un pourrait dire, ben, c'est quoi le problème avec les inégalités? En quoi les inégalités en soi sont un mal? Mais tu vois, la question que tu me poses, pour un économiste, pourrait être perçue comme une question intelligente. Un économiste pourrait se dire, et en fait, la majeure partie des économistes trouvent que tu poses une très bonne question et vont avoir comme réponse que ben, les inégalités, c'est pas en soi un problème. La vraie question, c'est la pauvreté. Mais les inégalités, ben, c'est pas grave, c'est un effet du marché. De toute façon, c'est temporaire, ça va se rééquilibrer puis ça va bien aller. Malheureusement, pour la majeure partie de la population, ta question est vraiment niaiseuse parce qu'on sait tous et toutes à quel point les inégalités, c'est désagréable à vivre, même dans des tout petits groupes, dans des tout petites communautés. On n'a pas besoin de Jeff Bezos pour savoir ça. N'importe qui sait que dans une famille élargie, admettons, bon, tes oncles, tes tantes, puis tout ça, s'il y en a un qui fait des millions, ça fait de la chicane, le monde se regarde, ça fait des jalousies, ça fait du jasage et tout ça. Tout le monde sait ça, que ces grosses inégalités-là, ça crée de la zizanie, ça crée de la chicane. Mais bon, on ne le sait pas toujours de façon empirique puis scientifique. Là-dessus, il y a 2 épidémiologues qui, en Grande-Bretagne, ont publié un livre il y a maintenant presque 10 ans et qui ont fait la démonstration d'à quel point les inégalités, c'est mauvais, pas juste dans une famille, c'est mauvais dans des sociétés au complet et sur des affaires auxquelles on ne s'attendrait pas. Puis là, j'ai pris quelques notes dans leur livre. Leur livre s'appelle « L'égalité, c'est mieux ». Ça, c'est la traduction française, qui liste une série d'effets négatifs des inégalités. Okay. Je t'en donne quelques-uns. On en a là 7-8. Si tu es dans une société plus égalitaire, tu as une meilleure espérance de vie et tu as une meilleure santé. D'emblée, tu sais, on part fort. Les inégalités sont mauvaises pour la santé et l'espérance de vie. Exact. Fait que déjà, on devrait être comme convaincu que c'est une bonne idée. Ça, c'est scientifiquement démontré. Exact. Il y a des corrélations exactes entre les pays où il y a, une forte égalité et des plus hautes espérances de vie, des meilleurs taux de santé. On continue. Moins de problèmes de santé mentale, moins de problèmes de dépendance, plus tu es dans des pays de dépendance aux drogues, à l'alcool, etc., dans des pays plus égalitaires. On continue encore. Moins de cas d'obésité. Hein? On ne fait pas tout de suite le lien, mais en fait, les hauts taux d'inégalité font que les gens sont plus portés à avoir des habitudes de vie qui sont moins saines et qui les mènent à l'obésité. Les pays où il y a des hauts taux d'égalité sont mieux éduqués et ont des systèmes d'éducation qui fonctionnent mieux parce qu'ils sont plus égalitaires. On pourrait avoir, toi et moi, une belle conversation sur le privé et le système d'éducation privée au Québec. Je sais que tu connais ça dans le détail, mais c'est juste un exemple. Je continue. Moins de cas de maternité précoce. Donc, les gens vont attendre davantage avant d'avoir des enfants pour être dans un âge où c'est plus intéressant. Moins de crimes, moins de situations de violence, moins de gens en prison, plus de mobilité sociale. Je pourrais continuer comme ça. Il y a plein d'exemples. Donc, les sociétés, les individus et les sociétés vont mieux quand c'est plus égalitaire. Et ça a été démontré scientifiquement il y a 10 ans. Là. Je ne sors pas de nouvelles, là, un truc dont personne n'a jamais entendu parler. C'est un livre qui a fait le tour du monde, qui a été traduit dans plusieurs langues. Tout le monde le sait maintenant que socialement, c'est mieux. Est-ce que ça a empêché nos voisins du Sud d'élire Donald Trump? Est-ce que ça a empêché le Brexit? Est-ce que ça a empêché tout ça? Non. Mais quand même, gardons en tête que oui, les inégalités, c'est mauvais, ça a des conséquences. C'est pas juste une fabulation de monde qui se disent « Ah, c'est terrible. » C'est pas gentil, c'est pas beau, c'est pas ça gentil. Existe, là. Et donc, on en arrive à cette solution qui est proposée par de plus en plus de gens, qui est de dire, puis ça fait le pont avec ce qu'on disait tantôt, oui, il faut prendre soin des gens en bas de l'échelle, notamment en augmentant le salaire minimum, mais il ne faut pas oublier qu'une des raisons de l'explosion des inégalités, c'est l'enrichissement
très rapide en haut de la pyramide. Et donc, il faut... toute petite caste. De la toute petite pointe de la pyramide. Exact. Et donc, il faut mettre une limite. Et Ouais. d'où cette idée de salaire maximum où on dit, ben là, ça suffit. On met une limite. On met un maximum au salaire que les gens peuvent recevoir. On est habitué d'entendre parler de salaire minimum. Salaire maximum, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça va apparaître comme complètement farfelu. Comment ça marcherait concrètement? C'est quoi cette idée de salaire maximum? Ben, Concrètement. Premièrement, il faut se poser la question, pourquoi Yab, on voudrait faire ça? T'sais? Des gens pourraient dire, ben le monde peut bien, s'ils gagnent leur vie, s'ils font plein d'argent, c'est bien correct. En même temps, dans la tête de tout le monde, il y a cette idée, assez bien ancrée, que le salaire qu'on fait, ça correspond à un effort. Hein? C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'argent parce qu'on fait Parce qu'on beaucoup travaille d'efforts. fort. Hein? Nicolas Sarkozy le Voilà. disait. Travailler plus pour gagner plus. C'est rare que je cite Nicolas Sarkozy de façon positive, mais on ne gênera pas quand ça passe. Prenons un exemple. Toi puis moi. Là. Toi, député à l'Assemblée nationale, à peu près 100 000 $ par année. Oui, à peu près. Prof d'université, à peu près 100 000 $ par année. Bon, une enseignante au Québec Oui. gagne à peu près 50-60 000 $ dans une année. Est-ce que, bon, là, dans ton cas, là, vous faites juste jaser dans un grand gymnase bien décoré, là, mais bon, admettons dans mon cas, là, est-ce que je travaille vraiment 2 fois plus qu'une enseignante? Disons, on pourrait se poser la question. On pourrait vraiment se poser la question, est-ce que je fais 2 fois plus d'efforts qu'elle? Là, on pourrait dire, oui, mais pour être prof à l'université, il faut étudier longtemps, avoir des doctorats, puis bon, tout ça. Puis on pourrait se raconter ces histoires-là. Là, on pense à François Legault. Hein, toi, tu le vois tous les jours. Là. Lui, il fait 250 000 à peu près là, dans ces eaux-là. Bon, là, ça veut dire qu'il fait 4-5 fois le salaire de cette enseignante. Donc, il devrait travailler 4 ou 5 fois plus. Si on suit la logique... Est-ce qu'on peut penser ça? Est-ce que François Legault travaille 4 ou 5 fois plus? Puis là, on pense soudainement au recteur de l'Université de Montréal ou de l'Université Concordia, qui font 400 000, 450 000. Ils travailleraient 8 fois plus qu'une enseignante au primaire qui passe à cœur de jour à s'occuper d'enfants puis à s'assurer que les jeunes générations comprennent bien les mathématiques, le français, tout ça. Mais là, il y a comme un doute qui s'installe. Puis là, évidemment, au bout de ce doute-là, il y a Jeff Bezos qui nous attend. 550 000 fois le salaire moyen dans ces entreprises, Exact. dans Amazon, chez Amazon. Dans un 5 à 7, Jeff Bezos, il fait quoi? 10 fois, 15 fois le salaire de notre enseignante annuellement. Ouais. Lui, il fait ça en 2 heures avec Heineken, vodka, pas le temps de niaiser pour Jeff. Là. On s'entend. Donc, admettons... C'est rendu là. Ces proportions-là n'ont plus aucun sens. Exact. On ne peut pas justifier ça avec l'argument de l'effort. C'est juste impossible. Et la mesure du salaire maximum, elle vient dire, et si on ramenait un peu d'ordre dans tout ça? C'est-à-dire, si on ramenait quelque chose où on peut se dire, c'est à peu près cohérent. Ouais. Si on écoute les Grecs anciens, là, Platon, Aristote, ils nous diraient, dépasse jamais des ratios 1 à 5. Parce que personne ne peut bien faire plus, peut pas vraiment faire 5 fois plus d'efforts qu'une autre personne dans le même temps. Ça n'a pas beaucoup de bon sens. Déjà, chez les philosophes grecs comme Platon, il y a cette idée de mettre une limite à l'écart de richesse. Donc, il s'habillait juste en toge, mais il y avait des bonnes idées pareilles. Ce monde-là, ils connaissent, ils se disaient, parce que, évidemment, là, je ne parle pas des femmes, je ne parle pas des esclaves, je ne parle pas des métèques. Là. Tout ce monde-là devait travailler gratis, puis il n'y avait pas de problème. Mais entre égaux, là, entre personnes qui étaient pareilles, ils se disaient, on ne peut pas vraiment penser qu'on est des égaux s'il y en a un qui est payé 5 fois plus que l'autre ou plus que 5 fois plus que l'autre, puis il ne peut pas vraiment faire des efforts correspondants. Donc, en conséquence, on devrait se limiter là. Bien, ça, c'est un début. Là, après ça, on a été plusieurs autres, depuis ce temps-là, à essayer à penser à cette question. Nos amis de la France insoumise y ont pensé. Eux autres, ils ont dit 20 fois. Hein, 1 pour 20 comme ratio. 1 pour 20, un ratio. Donc, il y a eu cette idée de ratio qui s'est comme installée. C'est pas la seule façon qu'on pourrait limiter le salaire maximum. Hein. On pourrait dire, à partir d'un certain montant, là, on désignerait un montant, puis on dirait, à partir de ce montant-là, tu payes 100 % d'impôts. Donc, ça imposerait une ligne. Hein. Obama avait fait un peu quelque chose comme ça quand il a redonné de l'argent aux banques. Il a dit, on va mettre une ligne à 500 000,
puis vous ne pouvez pas avoir des salaires au-dessus de 500 000 Et c'était la condition pour les sortir du pétrin après la crise, durant la crise de 500 000 2007-2008. quand tu as failli faire faillite puis perdre ta job, je trouve que c'est correct. Puis que tu as fait perdre les maisons de millions d'Américains. Je trouve qu'ils ne s'en tiraient pas si pire que ça. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu la même générosité, magnanimité à leur endroit que Obama, mais ça donne une idée. Lui, il avait fonctionné comme ça. Fait qu'il y a plusieurs techniques. On pourrait aussi dire, on pourrait établir des ratios avec autre chose que des rapports salariaux. On pourrait dire, si tu as une grosse masse salariale, une grande entreprise, un chiffre d'affaires, on pourrait se baser sur un ensemble de choses pour déterminer comment on limite le salaire. Mais ça dépend un peu de qui veut le mettre en place puis de quelle façon. Ce que je trouve intéressant avec l'idée de ratio, par contre, donc de dire, par exemple, dans une entreprise, le plus haut salarié ne peut pas faire plus de 20, 30 ou 40 fois le salaire du plus bas employé, c'est que ça peut aussi devenir un incitatif pour le patron d'augmenter les salaires de ceux en bas de l'échelle. Et donc, on envoie le message, si tu veux augmenter ton salaire, tu dois augmenter celui des autres aussi. Bref, tout le monde doit suivre à l'intérieur de ce ratio-là le même rythme d'augmentation. C'est exactement le doigt sur la raison pour laquelle moi je trouve ça plus intéressant d'aller vers un ratio, parce qu'on est en train de dire les inégalités, ça a deux côtés. Tu veux bouger d'un côté, bien, il faut que tu regardes de l'autre. Ouais. Et ça responsabilise de force les entreprises elles-mêmes. Les entreprises et leurs patrons. Ouais. Et, sais-tu, il y en a peut-être qui vont trouver ça intéressant dans ces entreprises-là de dire, bon, bien, OK, il faut qu'on s'assure d'avoir une main-d'œuvre bien payée et qualifiée pour faire notre travail. De toute façon, là, on s'en va vers une situation. Le plein emploi qu'on vit maintenant, il est pour un moment, là. C'est-à-dire que, dans le cas du Québec, là, avec les vieux qui s'en vont à la retraite, là, largement, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ce qu'ils vont se dire, c'est pas « je vais-tu avoir un job ?» Ils vont se poser la question « je vais-tu avoir la job que je veux? » Et à ce moment-là, offrir des salaires qui ont de l'allure, ça va être un peu nécessaire pour les entreprises. Il y en a qui le comprennent maintenant et qui sont plus vite puis qui s'adaptent. Il y en a qui n'ont pas encore catché. Mais ce genre de mesures-là leur permettrait peut-être de faire le pas suivant et de comprendre ce qui est en train de se passer. Je vais poser une question, appelons-la la question Éric Duhem. OK? Donc, je fais l'avocat du diable. Si on plafonne comme ça, que ce soit par un ratio ou un montant absolu, si on plafonne les salaires des hauts dirigeants, là, des plus riches d'entre nous, est-ce qu'ils ne vont pas s'en aller? Est-ce qu'on ne va pas assister à une catastrophe Pour moi, tu n'écoutes pas économique? Éric Duhem, parce que ce ne serait pas ça sa question. Ce serait pas ça sa question. Il me dirait combien d'infestations de sauterelles vont détruire le Québec? Est-ce que tout va être à feu et à sang? Non, le retour de la peste bubonique. Exact, c'est ça. Bon, là... Mais est-ce qu'il n'y aura pas, disons, faisons la version gentille de cette question-là, est-ce que ça ne va pas avoir un impact négatif sur l'économie? Bon. C'est sûr qu'on peut toujours postuler que dès qu'on fait quelque chose avec les entreprises, elles vont s'en aller. C'est sûr qu'on peut avoir cette... Puis c'est le postulat général des gouvernements des 25 dernières années, ce qui fait qu'ils n'ont rien fait avec les entreprises, sauf baisser leurs impôts dès qu'il y en avait l'opportunité, puis dire « restez, 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 on vous aime, on vous aime, on vous aime ». L'affaire plate, c'est qu'ils sont partis pareil, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a l'idée que dès que tu interfères avec les entreprises, elles sont super fluides. Elles peuvent se déplacer d'une place à l'autre, puis là, disparaître dans un endroit, puis aller dans un autre. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont du matériel, elles ont des sièges sociaux, elles ont un ensemble de choses, elles ont des travailleurs qualifiés pour faire la job qu'ils ont besoin de faire ici. Ouais. Se déplacer, ça comporte des coûts, ça comporte des conséquences pour elles. Donc, c'est pas si évident que ça qu'elles vont s'en aller. En plus, s'en aller pourquoi, là? On n'est pas en train d'augmenter leurs impôts, on n'est pas en train d'avoir des conséquences. Il n'y a aucune conséquence sur les investisseurs et les actionnaires à la mesure dont on parle là. Ça a des conséquences sur les hauts dirigeants. Or, peut-être que les actionnaires vont trouver en fait que c'est une maudite bonne nouvelle qu'on plafonne le salaire des hauts dirigeants parce qu'ils vont dire, bien, voilà un peu plus d'argent qui s'en vient en dividendes vers nous. Ça a l'air niaiseux d'en parler comme ça, là, c'est pas pour ça qu'on le ferait. Mais les actionnaires pourraient avoir aussi des bénéfices de cette mesure-là. Ils pourraient s'en tirer mieux. Ils ont des bénéfices, en fait, assez évidents. C'est-à-dire que les gens qui leur demandent des hauts salaires peuvent plus leur en demander autant
Donc, ils sont obligés de se limiter à un certain truc ou alors sont obligés d'augmenter le salaire des autres. Donc, ça les met dans une situation où, comme agents rationnels, leur réflexe, c'est pas de partir. Peut-être que ça va faire que des hauts dirigeants très, très hauts salariés vont dire « ben moi, je m'en vais ». Eh bien là, on va se dire une chose, et je vais reprendre les mots qui ont été utilisés, notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais par d'autres, mais qui s'en aillent donc. À un moment donné, des cadres qui disent « moi, je ne travaillerai qu'à 4,5 millions par année, moi, je ne travaillerai qu'à un demi-million par année », c'est comme si on se disait, au Québec, il n'y a personne qui est assez bon pour prendre leur place puis pour faire leur job. Mais moi, je pense qu'au Québec, on a tous les talents qu'il faut pour diriger nos entreprises privées comme publiques, avec des bons salaires, là. Quand on a fait la campagne la dernière fois avec Québec solidaire, on proposait un ratio 30 pour 1. Hein? Le plus bas salarié a un trentième du plus haut. Admettons qu'ils sont payés 15 $ de l'heure. Là. Ça fait que le plus haut salarié, là, le PDG, 15 $ de l'heure, c'est pas des masses, ça, là, c'est 30 000 $ par année. Là. Ça fait que le plus haut PDG reçoit 1 million par année. Il n'y a pas de quoi pleurer, là. Il ne se ramasse pas à la rue, là. Donc, à un moment donné, il faut se le dire, cette folie-là des hauts salaires, les gens vont en revenir. Puis aussi, et je pense que ce serait peut-être pas fou que le Québec soit les premiers à en revenir, puis à mettre une ligne, puis à dire... Ben là, c'est trop. Ouais. Des gens vont peut-être nous suivre, en fait. Puis c'est une question, en dernière instance, une question de choix de société. C'est une question, donc, politique. Comme bien des affaires en économie, hein? On trouve collectivement que c'est trop et on met une limite. Ben oui, en économie, il y a bien des gens qui vont dire « Ah, mais ça, c'est des règles économiques. » Mais en fait, là, c'est souvent des questions politiques qu'on a besoin de se demander, c'est qu'est-ce qu'on veut ou c'est d'autres choses? Absolument. Avant de te laisser, tu viens de dire le Québec pourrait être le premier endroit où on instaure un tel salaire maximum. Est-ce que je comprends que ça n'a jamais été appliqué? Est-ce que ça a déjà été appliqué ou en tout cas proposé ailleurs dans le monde? Bien, la réponse, en gros, c'est non. Pas de la façon dont on en parle en ce moment. Tu parlais d'Obama tantôt quand même. Oui, bon, de façon très, très temporaire, puis limitée. Voilà, circonscrite, oui. En France, il y a eu une limite des salaires pour les employés publics à 450 000 €. Bon. Dans le secteur public. Dans le secteur public. Donc, il y a un petit Donc, au Québec, ici. On pourrait dire, par exemple, le plus haut dirigeant de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui en ce moment est grassement payé, on pourrait dire, on met une limite à 1 demi-million. Oui. Ça, la France le fait. Ça, la France le fait. À Portland, en Oregon, ils ont fait quelque chose aussi, qui est assez intéressant, mais c'est assez limité, là, c'est situé à Portland, Oregon. Là. Mais il y a une surtaxe pour les entreprises qui payent trop leurs salariés, leurs hauts dirigeants. Donc, une espèce de tape sur les doigts fiscale si tu dépasses un certain Moi, ratio. je ne sais pas trop sur cette affaire-là parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment à nous qui doivent l'argent? Moi, ce que j'aurais le goût qu'ils fassent, c'est qu'ils redistribuent l'argent à l'intérieur de l'entreprise puis qu'ils le donnent au moins bien payé. Mais, je veux dire, au moins, ils font quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose là qui se passe. Puis, ben, c'est ça, on a parlé d'Obama. En gros, là, dans les pays développés, proches de nous et tout ça, c'est ces exemples-là. Bref, il n'y a pas grand-chose. On serait un peu innovateur. Mélenchon en a parlé lors de sa campagne. Nous, on en a parlé. On est pas mal les gens qui défendons ça. Cela dit, beaucoup de gens, quand tu leur en parles, c'est la première... Tu leur dis, il faut augmenter le salaire minimum. Puis là, tu n'as pas parlé de salaire maximum. Les gens, des fois, te disent, mais ça nous prendrait aussi un salaire maximum à un moment donné. Il y en a qui exagèrent. On entend ça sans arrêt. Moi, je pense qu'on a la capacité de réaliser ça. Puis c'est peut-être une idée dangereuse pour quelques-uns, mais pour beaucoup de monde, c'est une idée assez positive. Hein. C'est même le gros bon sens pour beaucoup de gens. Moi, je me rappelle d'en avoir parlé et... c'était dans la foulée des scandales chez Bombardier, là, où on venait de sortir du pétrin. Ils donnaient, quelques semaines plus tard, des augmentations faramineuses à leurs dirigeants. Puis les gens, spontanément, voyaient bien que ça n'avait pas d'allure. Ça tombe sous le sens qu'à un certain moment... Il y a quelque chose de même quelque chose comme de l'abus. Voilà, oui, le monde se dit, voyons donc. On leur donne de l'argent pour les sortir, puis eux autres, ils se disent, je vais prendre ma cote.
Ça a l'air des pires années de la corruption sous Gérald Tremblay à Montréal. C'est vraiment le monde qui est... C'est de la rançon. C'est de la petite rançon par des gens qui sont bien placés puis qui disent « Ah oui, je peux me pogner de l'argent puis ensuite m'en aller. » Mais ça, je pense qu'on peut être clair puis dire il y a quelque chose qui est moralement inacceptable là-dedans. Et ça c'est pas de l'économie, là. C'est de la pure politique. C'est des choix de société. Exact. Simon Tremblay-Pepin, merci d'avoir participé à cette réunion du comité des idées dangereuses. Ça a été très agréable de discuter avec toi. Bon, vous allez m'excuser, mais là, on va remonter un peu dans le temps et on va même faire, je m'excuse d'avance, là, un peu de philo. Bien avant que le christianisme invente le concept de péché, les penseurs de l'Antiquité, les Grecs, avaient, eux, inventé la notion d'hubris. L'hubris, en grec ancien, ça voulait dire la démesure, l'abus, le manque de modération, l'absence même d'humilité. Pour les Grecs anciens, l'hubris, c'était une faute grave. C'était même une faute morale fondamentale. Faire preuve d'hubris, c'était oublier sa condition humaine et se prendre pour un dieu. C'était vouloir trop de puissance, trop de richesse, trop de plaisir. C'était vouloir tout de suite et toujours plus. Pour la sagesse antique, l'hubris, c'était même un crime, voire le crime le plus grave d'entre tous. Eh bien, moi, quand je vois les Jeff Bezos de ce monde, qui font des milliers de dollars à chaque seconde, quand je vois Alain Bellemare, le patron de Bombardier ici au Québec, qui fait 335 fois le salaire de son employé le moins bien payé, bien, je me dis qu'il n'y a rien de radical ni de judéo-chrétien à trouver que trop, c'est trop, que c'est de l'hubris, que c'est de l'abus et que ça a assez duré. Moi, je pense que ça se peut avoir trop d'argent. Je suis sérieux. Je pense que le 3e jet privé, il n'est pas nécessaire, que la 16e voiture de luxe, elle n'est pas utile. Quand des gens dans la même société ont de la difficulté à survivre, bien, je pense que oui, à un moment donné, trop, c'est juste trop. Je pense aussi que collectivement, démocratiquement, on a le droit de dire à quelqu'un, là, c'est assez. Tu accapares assez de richesse. Maintenant, il faut que tu en redonnes un peu aux gens autour de toi. Si tu veux t'enrichir encore plus, ben, il va falloir que tu enrichisses en même temps tes concitoyens et tes concitoyennes, les gens qui t'entourent dans ta société. Me semble qu'au fond, c'est pas si dangereux que ça comme idée. C'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous laisser, je me tourne vers vous, chers membres du comité des idées dangereuses, pour vous rappeler que vous pouvez nous soumettre vos idées. Peut-être en ferons-nous l'objet d'une de nos réunions. Et pour ce faire, vous pouvez nous écrire au podcast@quebecsolidaire.net. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait au comité des idées dangereuses pour recevoir notre nouvel épisode chaque semaine. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Cette réunion du comité est maintenant levée. Bonne semaine tout le monde et surtout, soyez sages.